faire confiance à des experts en fertilité. Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Goldman et je suis la cofondatrice de Fertiline. Dans cette vidéo, nous allons parler de la spécificité de la prise en charge de Fertiline par rapport aux autres prises en charge qu'il existe par des thérapeutes, des nutritionnistes, parce qu'on nous pose souvent la question. Je vais donc aborder ça sous 3 points. Le premier point, c'est quelle est notre équipe d'experts fertilité et sur quoi cette équipe travaille. Le deuxième élément, c'est quel est notre champ de connaissances et quel outil on utilise justement pour gérer avec précision les objectifs qui concernent votre fertilité. Et le troisième point, c'est quel est le risque finalement de consulter un thérapeute qui n'est pas spécialisé en fertilité. L'objectif de cette vidéo n'est surtout pas de dénigrer les autres thérapeutes, absolument pas, puisque chaque thérapeute que vous allez voir, en général, est diplômé, a une spécialité, a des compétences très spécifiques dans son domaine. Dans cette vidéo, ce qu'on voudrait vraiment mettre en avant, c'est la particularité de Fertiline et de l'équipe de Fertiline dans les prises en charge autour de la fertilité. Dans ce premier point, qui est l'expertise de notre équipe de prise en charge de la fertilité chez Fertiline, je voulais vous présenter 2 éléments. Le premier élément, pour moi, dans l'expertise fertilité, c'est est-ce qu'on a, oui ou non, des connaissances spécifiques relatives à la fertilité et à tout le périmètre de la fertilité, que ce soit la fertilité naturelle ou que ce soit la médecine de la reproduction. Puisque, je vous donne un exemple. Par exemple, l'autre jour, en supervision, je suis face à une femme qui me dit « Ah, mais j'ai déjà vu une spécialiste en fertilité qui m'a dit justement que mes taux hormonaux étaient relativement bons, et quand on va dans le détail, on découvre que ces taux hormonaux qui sont relativement bons sont des taux qui sont obtenus en stimulation. Ce n'est donc pas le reflet de la réalité. Et quand on refait un bilan hors stimulation, on s'aperçoit que ces taux hormonaux ne sont pas bons. Donc encore une fois, pour vraiment avoir un œil très précis et avoir une expertise précise d'une situation, il faut connaître tous les versants de la situation. Il faut connaître la fertilité naturelle et ce qu'on attend en termes d'hormonologie dans le cadre d'un cycle naturel, et la fertilité stimulée et ce qu'on attend en hormonologie dans le cadre d'un cycle stimulé, puisque les résultats vont pas être forcément les mêmes, les attentes ne vont pas être forcément les mêmes, et si vous n'êtes pas expert vraiment en fertilité, eh bien c'est très difficile de faire la différence et c'est très difficile de trouver les ressources, puisque ce qui fait qu'on a les ressources pour traiter justement ce type de situation et les comprendre, c'est le nombre de situations qu'on a vues pendant sa pratique. La particularité aussi de Fertiline, c'est l'équipe. Fertiline, c'est une équipe de plus de 10 thérapeutes et également d'une dizaine de médecins conseils. Pourquoi on réunit toutes ces personnes? Parce que justement, on veut faire monter notre niveau d'expertise, notre niveau de compréhension et on veut élargir notre vision au niveau de la fertilité, puisque faut comprendre que quand on est thérapeute, souvent, on a ce que moi j'appelle des monofocus, c'est-à-dire que certains thérapeutes vont penser que tout est en lien avec la flore intestinale, d'autres thérapeutes vont penser que tout est en lien avec des états de stress chronique, d'autres thérapeutes vont penser que tout est en lien avec des problématiques de détox hormonal, et en fait c'est très dangereux d'avoir des monofocus et d'avoir justement un travail d'équipe. Ça permet d'éviter ce biais, d'avoir une ouverture suffisamment grande, des connaissances multiples qu'on va regrouper, des choses qu'on va valider et qu'on va appuyer aussi avec notre conseil médical. Le fait d'avoir une équipe, ça renforce aussi une autre chose, c'est le nombre de situations traitées. Car aujourd'hui, Fertiline, c'est plus de 10 thérapeutes spécialisés en infertilité et en fertilité qui ne font quasiment que de la fertilité. Vous imaginez le nombre de prises en charge cumulées de toute cette équipe? Et en fait, quand vous allez par exemple choisir une clinique de médecine de la reproduction, sur quels critères vous allez vous baser pour faire votre choix? Eh bien, probablement que vous allez vous baser sur la quantité de cas traités par la clinique. Si la clinique vous dit « nous, on gère 10 cas par an », ça va pas vous inspirer confiance. Alors que si la clinique vous dit « nous, on gère 2000 ou 3000 cas par an », vous allez tout de suite savoir que cette clinique-là a une expertise qui est beaucoup plus élevée que l'autre qui gère beaucoup moins de cas. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le domaine thérapeutique. Plus vous voyez de situations, plus vous voyez de diversité, plus on échange sur ces diversités, plus on va chercher des explications sur telle chose ou telle chose ou telle chose, et bien finalement, plus on va enrichir son niveau de connaissance, enrichir son niveau d'expertise. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette mousse qu'on a essayé de créer depuis le début avec Fertiline, de se dire, ok, utilisons des outils ultra techniques, je vais vous en parler juste après, et utilisons aussi notre cerveau collectif pour obtenir le meilleur du meilleur du meilleur en termes de compréhension et en termes de mise en application.
Le deuxième élément qui est relativement spécifique à Fertiline et à notre travail d'équipe, c'est le registre de la connaissance, et pas de la connaissance non plus que spécifique à la fertilité, mais la connaissance de la fertilité dans l'homéostasie totale du corps. Puisque de nombreux médecins sont spécialisés dans la médecine de la reproduction et sont très focalisés sur la fertilité, le système reproducteur et principalement ce système-là. Et c'est très bien parce que le système est déjà très complexe, donc on a besoin clairement de médecine de spécialité là dans ce système. Seulement, ce système reproducteur ne fonctionne pas tout seul. Il fonctionne dans un environnement, il fonctionne dans une homéostasie, dans un système qui est censé être à l'équilibre. Or, si l'équilibre est rompu à différents niveaux, si l'équilibre est rompu par exemple sur le plan de la gestion de l'immunité, de la gestion de l'inflammation, de la gestion de l'oxydation ou d'autres systèmes hormonaux tels que le système surrénalien, eh bien cela va avoir un impact sur le système reproducteur. Et donc, notre travail, c'est de toujours penser, ok, ce système reproducteur fonctionne dans un environnement global, quel est l'état de cet environnement global? Et comment on fait chez Fertiline pour travailler cette connaissance? Eh bien, on utilise de nombreux outils. Les outils qu'on utilise principalement, ce sont d'une part nos algorithmes. Quand vous êtes suivi par Fertiline, notamment dans des programmes en autonomie, eh bien, vous allez utiliser principalement nos algorithmes. Ces algorithmes, ils sont basés sur une quantité de questions importantes qui sont des signes d'équilibre ou de déséquilibre, de système, de carence et qui vont nous indiquer quel est l'état global du système et comment on peut améliorer l'équilibre général et l'homéostasie pour améliorer les résultats sur la fertilité et les résultats qu'on va obtenir en médecine de la reproduction. Donc ça, c'est une des particularités aussi de Fertiline, c'est d'utiliser des algorithmes. Ces algorithmes sont la base, en fait, de notre travail. Ils nous permettent de ne rien oublier, d'être relativement spécifiques sur notre analyse, notre capacité d'analyse, mais aussi sur notre mode d'action. Et ça nous permet d'agir de façon personnalisée sans avoir de biais non plus émotionnel. Parce que comme je vous l'expliquais dans la première partie, on est des humains et quand on est des humains, on va par exemple lire un livre sur la flore intestinale et pendant 3 mois, on va rester focalisé sur la flore intestinale et on va penser que toutes les problématiques de santé qu'on peut rencontrer dans sa vie sont en lien avec la flore intestinale. Puis 3 mois après, on va lire un livre sur l'épigénétique et on va penser que tout est épigénétique. Et en fait, le fait de travailler avec des algorithmes et des machines qui ont une intelligence qui est, je suis désolée de le dire, mais supérieure à la nôtre et qui ont une intelligence plutôt regroupée, eh bien, va nous permettre d'éviter justement ces biais émotionnels. Donc, on utilise chez Fertiline énormément d'algorithmes, que ce soit dans la gestion des situations en autonomie ou que ce soit également dans la gestion des situations en accompagnement. Puisque même quand on est dans les accompagnements, dans les accélérateurs, eh bien, on va se baser déjà sur nos algorithmes, sur l'analyse qui a été faite par nos algorithmes pour avoir déjà la baseline de qui est la personne et comment son organisme fonctionne. Dans les autres éléments d'analyse sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, on a aussi la biologie spécifique. Et ça, c'est merveilleux parce que autant dans les algorithmes, on peut se dire oui, mais bon, je ressens tel signe et tel signe, donc ok, on peut déduire ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est pas forcément tangible pour quelqu'un qui a un cerveau très cartésien. Parfois, c'est mieux de voir de la biologie plutôt que d'avoir une approche basée sur uniquement des questions. Et donc, dans la biologie spécifique, qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder avec une vision grand angle tout notre système, et enfin la majorité de nos systèmes qui sont imbriqués avec justement notre appareil reproducteur, notre fonction reproductive, que ce soit chez l'homme ou la femme, c'est-à-dire qu'on va aller regarder des phénomènes comme, l'efficacité de phénomènes comme la méthylation, on va aller regarder l'oxydation, l'inflammation, l'équilibre immunitaire, les niveaux de carence, les niveaux d'intoxication aux métaux. Et toute cette analyse, eh bien, va nous permettre de repérer quelles sont les petites défaillances dans tel coin, tel coin, tel coin, tel coin, tel coin, de regrouper les informations, d'établir justement des hypothèses et des moyens d'action, et ensuite, bien évidemment, d'agir et d'obtenir des résultats. Tout ça pour vous dire que la fertilité, c'est quand même relativement complexe, ça nécessite de nombreuses connaissances, ça nécessite d'adapter ces connaissances à chaque phase de traitement, en fertilité naturelle, en PMA, sur des phases de stimulation, sur des phases de transfert, après une fausse couche, d'aller analyser les bons éléments au bon moment. Ça nécessite une expertise qui est amenée par le nombre de situations finalement qu'on va traiter, et ça nécessite aussi d'avoir des outils d'analyse et de compréhension relativement puissants et structurés.
Et le troisième point que je voulais aborder, c'est finalement quel est le risque de consulter en fertilité une personne qui n'est pas à un haut niveau d'expertise en fertilité. Parce que parfois, on se dit, ok, bon ben, ce service, il m'intéresse, mais finalement, c'est beaucoup plus onéreux que d'aller voir une naturopathe ou une nutritionniste, et puis peut-être que c'est moins personnalisé, et puis... Mais en fait, le problème, c'est que oui, probablement, cette personne va prendre soin de vous seulement si elle ne relève pas les bons éléments. Vous risquez de perdre des mois, vous risquez de perdre des années. Par exemple, relativement récemment, j'ai fait une supervision avec un couple et ce couple était suivi depuis 5 ans dans son parcours d'infertilité par une nutritionniste qui, pour moi, avait fait des examens qui étaient relativement bons et qui avait eu de la finesse sur ce qu'elle devait aller rechercher. Par contre, la façon dont elle avait analysé les choses n'était pas juste et il restait de nombreux problèmes au niveau des systèmes et de nombreux problèmes d'équilibre. Et rien qu'en voyant justement le dossier arriver avec tous ces résultats d'analyse, en fait, on voit tout ça. Pour nous, c'est très clair parce qu'on a vu des tonnes de situations et la majorité des points qui étaient des points vraiment très pertinents et très clairs n'ont pas été traités. Et ça, c'est dommage parce que ça veut dire que cette personne a réalisé des analyses il y a déjà 2 ans ou 3 ans en arrière sur lesquelles les bonnes actions n'ont pas été mises en place. Et il faut savoir qu'une folliculogenèse, ça dure 6 à 7 mois. Donc chez une femme, quand on met en place une action sur la fertilité, on va avoir le résultat total de cette action entre 6 et 9 mois après. Raison pour laquelle il est vraiment important de ne pas se tromper, de bien comprendre le contexte, de mettre en place les bonnes actions, de vérifier que ces actions fonctionnent. Et ça nécessite effectivement de l'expertise. Chez l'homme, c'est un peu le même processus puisque finalement, la spermatogénèse est un processus qui dure 2 mois et demi, quasiment 3 mois. Donc à chaque fois qu'on va avoir un problème, et pour le résoudre, il va falloir entre 3 et 5 mois de prise en charge. Et souvent, quand on va consulter dans les cabinets individuels, eh bien c'est la femme qui va consulter. L'homme n'est pas là, du coup on s'occupe à lui et on diminue aussi vraiment le potentiel de réussite d'un projet. Donc déjà, consultez à 2 si vous êtes à 2. Essayez de le faire le plus tôt possible et surtout, choisissez des personnes qui sont ultra spécialisées puisque vous allez gagner du temps, vous allez gagner des chances de conception. Et il ne faut pas oublier que la fertilité n'est pas infinie. Il y a un âge où effectivement les critères de fertilité se dégradent chez la femme, chez l'homme. Et si beaucoup de choses sont très longtemps réversibles, à un moment donné, on n'arrive plus à inverser la tendance. Donc, il y a vraiment ce timing qu'il faut avoir à l'œil et sur lequel il faut agir le plus favorablement possible. Et Virginie, il y a une autre question qu'on nous pose souvent, quelle est la différence entre une prise en charge fertiline et une prise en charge par un gynécologue de PMA par exemple? Alors pour moi, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Nous, on travaille en collaboration avec les gynécologues de PMA, on travaille en collaboration d'ailleurs avec de nombreuses cliniques de PMA et avec de plus en plus de gynécologues, que ce soit ici en Suisse, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Et on a une équipe aussi de médecins conseils. Donc pour moi, c'est vraiment collaboratif entre Fertiline et la médecine. On travaille juste pas sur le même champ. Voilà. Ce n'est pas le même niveau, on ne travaille pas aux mêmes dimensions en fait. Exactement, c'est-à-dire que pour moi les gynécologues, notamment les gynécologues de PMA, sont des ultra techniciens de justement comment on va stimuler, quelle dose on va mettre, de l'observation justement d'un cycle stimulé, de l'observation de résultats en PMA. Ils font un travail qui est d'une précision absolue et qui est un travail difficile aussi. C'est difficile de choisir quand on va ponctionner, à quel moment on ponctionne. Enfin, c'est vraiment ce travail de haute précision dans lequel nous, on n'a pas de compétences, on n'intervient pas là-dessus. Par contre, nous, on a des compétences qui concernent plutôt la préparation du terrain, qui concernent justement l'observation générale du terrain et de comment on peut améliorer les résultats que le médecin va avoir en PMA. Et pour avoir un exemple très concret, c'est une situation intéressante. On a une grossesse en cours actuellement chez un couple qui n'avait quasiment pas de chance de réussite parce que elle a 40 ans maintenant. Et puis en fait, elle avait un taux d'AMH qui était complètement effondré. Elle a fait 2 premières FIV sur laquelle elle n'a obtenu aucun ovocyte, seulement un ovocyte, et donc il n'y a même pas eu de ponction, il n'y a jamais eu d'embryon. Et quand nous, on prend en charge ce couple, en fait, la situation d'insuffisance ovarienne, elle est tellement aiguë, on a un comptage folliculaire à 2, ce qui est très bas. On a une FSH qui est à 15, et on a une AMH qui est à 0,02. Et donc, sur cette base, on a quand même un médecin, qui est un médecin extraordinaire, vraiment, je tiens à le dire, en PMA, qui dit, on veut bien tenter une prochaine FIV, mais pas dans ces conditions. Il va falloir préparer. Et donc, du coup, on se retrouve à faire la préparation de cette femme. Et puis, on se dit, au moment où on va avoir des ovocytes, ces ovocytes vont être tellement précieux
qu'on doit avoir un spermogramme au top, du top avant d'aller justement sur une FIV. Et c'est là que vous décidez de tester en fait les spermatozoïdes. Ouais, qui était avec un spermogramme qui était à la base plutôt pas trop mal en surface. Par contre, quand on va tester justement les critères de fragmentation, de décondensation, on se retrouve avec des résultats qui sont complètement hors normes. Et là, le médecin dit « Ouh là là là, on n'avait pas vu ça. » Donc non seulement on a l'insuffisance ovarienne qui est sévère, et en plus de ça, on a des défauts de fragmentation qui sont vraiment très élevés. D'ailleurs, test de fragmentation qu'on oublie souvent de faire et on en reparlera bientôt dans une autre vidéo. Et c'est là, en fait, à ce moment-là, que la médecine s'arrête et que la médecine dit « Ok, ben là, il faut mettre en place des actions pour justement améliorer tous ces critères. » Et c'est à ce moment-là qu'on prend le relais. Et donc, on prend le relais sur cette problématique, effectivement, d'amélioration de l'ADN spermatique et aussi sur la problématique, finalement, d'amélioration de l'insuffisance ovarienne de la femme. Et en réalité, ça a pris une année quand même, ça a pris une année de préparation. Et d'ailleurs, on ne remerciera jamais assez ce médecin d'avoir attendu tout ce temps, mais il savait aussi qu'il fallait effectivement attendre parce que quand on a une AMH qui est déjà basse, c'est compliqué d'attendre une année. Au bout d'une année, on avait un spermogramme qui était tout à fait correct. Et l'AMH, on ne l'a pas redosé parce qu'en fait, il y avait eu un tel choc au niveau du premier résultat de l'AMH que cette femme avait eu qu'elle ne voulait plus en fait redoser son AMH. Par contre, on avait redosé la FSH qui avait largement baissé, l'équilibre hormonal était ultra satisfaisant. Et là, on est allé en stimulation. On a obtenu donc 8 ovocytes, 2 embryons, premier embryon transféré, grossesse évolutive. Et en fait, ce travail-là, c'est déjà un travail de longue haleine, mais pendant lequel ce couple a progressé sur plein de plans au niveau de leur santé. Je crois qu'aujourd'hui, ils n'ont zéro regret d'avoir entrepris ce gros chantier. Ça, c'est une évidence, mais c'était un travail long de préparation. Mais le résultat, il est tout de même une grossesse évolutive. Et ce résultat, il est lié à 2 choses. Il est lié à la combinaison, effectivement, de l'équilibrage de tous les systèmes, chez elle, chez lui, et de l'intervention de la médecine. Donc pour moi, la place de Fertiline avec la médecine de la reproduction, c'est on est main dans la main, quoi. On avance et on essaye de comprendre ce que fait l'un, ce que fait l'autre, et chacun a son mode d'action et son périmètre d'action. Nous, on va pas intervenir sur le périmètre d'action médical. Par contre, on va essayer de comprendre ce qui va être fait pour améliorer l'effet de telle chose ou de telle chose ou de telle chose. Par exemple, sur les modes de transfert, les médecins vont déterminer le mode de transfert et en fonction du mode de transfert qu'ils vont déterminer, nous, on va prendre les mesures nécessaires pour que le corps soit dans la meilleure configuration en fonction de est-ce qu'on est face à un transfert plutôt sur cycle substitué, plutôt sur cycle naturel. Donc ça, c'est vraiment notre travail. D'ailleurs, on peut vous conseiller la vidéo sur les modes de transfert qui est très intéressante. Et également, n'hésitez pas à aller voir notre playlist sur Fertiline Décrypte dans laquelle nous vous décryptons le suivi, l'accompagnement de couples qui ont réussi et qui étaient à la base dans des situations très complexes, très difficiles, sur lesquelles ils avaient très peu de chances de réussite selon la médecine, et où on voit qu'en combinant les 2 actions, qu'en combinant la médecine de la reproduction et puis toute cette approche autour du mode de vie et de la préparation, on a abouti à des grossesses évolutives et à des parents du coup comblés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur notre prise en charge, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos ambassadrices. Elle sera ravie de vous répondre.